Alors voilà, je vais vous parler de génétique moléculaire du développement, et plus particulièrement du développement de nos membres, de nos doigts, mais ceci dans un contexte un peu particulier qui est celui de la théorie de l'évolution. Car en effet, depuis une vingtaine d'années, je dirais, les résultats, les informations que nous avons pu obtenir dans ce domaine de la génétique moléculaire du développement, que je vais vous définir dans quelques minutes, ont conduit à ce qu'on pourrait appeler vraiment une révolution de la génétique, au travers du travail de très nombreux laboratoires, évidemment. Et la question que j'aimerais vraiment aborder ce soir, c'est l'impact de cette révolution génétique sur notre pensée de la théorie de l'évolution. De quelle façon ces nouveaux résultats, ces nouveaux concepts, ce changement de paradigme, comme on dit un peu vulgairement, va nous conduire inéluctablement, comme vous le verrez, je l'espère, à une nouvelle pensée de l'évolution, qui évidemment ne sortira pas du cadre de la théorie de M. Darwin, mais qui demandera quand même quelques ajustements. Et c'est de ça que j'aimerais vous parler ce soir. Je mentionne simplement que pour ceux d'entre vous qui seraient intéressés à poursuivre la discussion après la séance de ce soir, vous pouvez toujours me contacter par courrier électronique à mon université de Genève. Voilà, je mentionne également que je vais vous parler de choses assez compliquées ce soir. J'ai délibérément choisi de vous montrer un peu de science, de vous parler de concepts qui ne sont pas toujours très faciles à comprendre. Je vais le faire d'une façon la plus simple possible. S'il y a parmi vous des experts, des puristes, je les prie d'avance de m'excuser si je passe rapidement sur des choses qui mériteraient plus de développement. Alors, je vais commencer par vous donner quelques définitions pour que je sois sûr que nous parlions des mêmes choses. Et puis, je vous ferai un bref historique de cette discipline, car, comme souvent, c'est très intéressant de regarder un peu dans le passé pour essayer de se projeter dans le futur. Je vous parlerai également de la théorie, de cette théorie avec un grand T, la théorie de l'évolution des espèces de M. Darwin. Je vous rappellerai brièvement de quoi il s'agit. Je vous parlerai des doigts, du développement des doigts, comme outil de subversion, c'est-à-dire non pas en tant que sujet en lui-même, mais plutôt de comment notre travail sur les doigts nous permet de regarder cette théorie d'une façon un peu différente. Et puis je vous parlerai brièvement du triomphe et peut-être du déclin de cette théorie. Et puis je finirai en posant la question, et si les chaînes ont encore manqué? Tout ça doit vous sembler un peu abstrait, mais j'espère qu'au fil de cet exposé, cela deviendra clair. Laissez-moi définir d'abord ce qu'est la génétique moléculaire du développement. C'est un mélange, une interface entre deux disciplines. D'une part, ce qu'on appelle la biologie du développement, qui en fait est simplement l'étude du développement embryonnaire, en utilisant les outils classiques qui permettent cette étude, soit les outils optiques, le microscope, ou l'approche expérimentale, les approches de biochimie, les approches de chimie, de physique, etc. Vous pouvez en avoir des exemples très intéressants dans cette cité des sciences. C'est de cela qu'on parle quand on parle de biologie du développement. La génétique du développement, c'est quelque chose de différent. Autant la biologie du développement est une science expérimentale, concrète, autant la génétique du développement est une science relativement abstraite, comme l'est la génétique tout court d'ailleurs. Il s'agit donc d'étudier le développement, mais en utilisant les outils de la génétique, c'est-à-dire la sélection et la transmission des caractères qui sont liés au développement. Laissez-moi prendre un exemple. Lorsque l'on prend un embryon de crapaud, qu'on le coupe en deux et qu'on regarde ce que chacune des moitiés va donner, on fait de la biologie du développement. Lorsque vous croisez une vache qui a une taille plus petite
avec un taureau qui aura une taille plus importante, et que vous vous posez la question comment ces caractères, qui sont évidemment liés au développement de ces animaux, comment ces caractères vont être transmis dans la descendance, on fait de la génétique du développement. La génétique moléculaire du développement, c'est un peu autre chose. C'est le résultat du mélange de ces deux disciplines et l'introduction de la biochimie des gènes, en fait, de ce qu'on a appelé dans les années 60 la génétique moléculaire. Par exemple, l'école de l'Institut Pasteur, du phage, François Jacob, etc. C'est l'étude moléculaire des gènes qui sont impliqués dans le développement. Alors, comme vous le verrez tout à l'heure, on commence à connaître passablement de gènes qui sont impliqués dans le développement, et cela nous permet, au travers d'approches expérimentales assez complexes, d'avoir une étude directe, génétique directe, sur le développement. Alors laissez-moi brièvement poser la question fondamentale de l'embryologie, de la biologie du développement, de la génétique moléculaire du développement, etc. Cette question, en fait, elle est triple. Il s'agit de comprendre l'origine de la multiplicité et de la diversité des cellules. Première question. Deuxième question. Troisième question, de leur assemblage en une structure cohérente qu'on appelle, comme vous le savez, un organisme. Je vous rappelle que nous sommes tous faits d'à peu près quelques millions de milliards de cellules, et que ces millions de milliards de cellules sont passablement différentes les unes des autres. Une cellule de votre foie est très différente d'une cellule d'un de vos muscles. Il s'agit donc de comprendre deux choses. Premièrement, comment est-ce que l'on peut contrôler ce nombre de cellules? Une question quantitative assez simple. Pourquoi des millions de milliards? Pourquoi pas 35? Pourquoi pas des milliards de milliards? Deuxièmement, comment est-ce que l'on peut contrôler la diversité de ces cellules? Puisque, comme je viens de vous le dire, elles sont relativement différentes les unes des autres. Deuxième question. La troisième question, c'est comment toutes ces cellules peuvent avoir un comportement social, s'assembler d'une façon relativement cohérente pour donner un organisme qui fonctionne. C'est une question qui est absolument essentielle en biologie, extraordinairement complexe à comprendre, mais peut-être que dans quelques siècles, nous y arriverons. Ceci, c'est la question de notre origine biologique en tant qu'individu. C'est ce qu'on appelle notre ontogenèse. Et je mentionne cela parce que, en fait, les termes de cette question sont très similaires, sinon identiques, à la question fondamentale de l'évolution. Car en effet, la question fondamentale de l'évolution est également triple. Il s'agit aussi d'une question de multiplicité. Comment est-on arrivé à avoir ces millions d'espèces, pas des milliards, pas 35, la diversité de ces espèces, puisque comme vous le savez, aucune espèce est identique à une autre, et en fait l'assemblage de toutes ces espèces dans une structure relativement cohérente, un équilibre au niveau de la planète, un équilibre biologique qui fait que toutes ces espèces peuvent cohabiter. Alors j'utilise la similarité de ces deux questions, en fait, pour rapprocher dès maintenant cette science de l'embryologie avec la science de l'évolution. Car comme vous allez le voir, ce sont deux disciplines qui ont été très liées jusqu'à la fin du XIXe siècle. Et c'est précisément leur nouveau point de rencontre actuellement qui nous conduit à réévaluer cette théorie. Alors la question du développement, elle est sous vos yeux. C'est toute la complexité de cette question, elle est illustrée par cette image. Vous voyez sur la gauche un petit fœtus de souris. Je pourrais vous dire que c'est un fœtus humain car vous ne feriez pas la différence à ce stade. Avec en bas, par exemple, cette masse de cellules qui est ce qu'on appelle un bourgeon de membre qui plus tard va donner une jambe. Vous voyez que si vous regardez cette masse de cellules, vous n'avez aucune idée de ce qu'elle va donner. Les types cellulaires sont relativement homogènes,
Il n'y a pas de structure apparente, c'est simplement une masse de cellules. 5 jours plus tard, chez la souris, à peu près 2 semaines chez l'être humain, vous voyez que cette structure a été transformée dans une structure qui maintenant est reconnaissable en tant que jambe, une structure qui est déjà extraordinairement compliquée, avec des polarités, une polarité antérieure, postérieure, dorsale, ventrale derrière l'écran, une polarité proximale, distale. Vous voyez que les structures ne sont pas les mêmes. On va ici donner le haut de la jambe, le milieu de la jambe, les pieds. Et la question évidemment c'est comment passer de l'un à l'autre? Où se trouve l'information? Qui commande? Dans le temps, dans l'espace? En d'autres termes, quel est le mécanisme moléculaire qui est sous-jacent? Alors je vous disais tout à l'heure que nous commençons à comprendre un peu la nature de ces mécanismes, c'est vrai, mais je dois vous dire, pour être honnête, que nous sommes encore très très loin d'avoir compris ce qui se passe. C'est une question qui est évidemment fondamentale pour la compréhension de votre construction, de l'ontogenèse, de la construction d'un de nos membres. C'est aussi une question fondamentale lorsque l'on veut comprendre d'où nos membres sortent en termes d'évolution, parce que si l'on comprend le mécanisme de construction, eh bien, inévitablement, on comprendra les variations de ce mécanisme, car en fait, l'évolution, par exemple, de nos membres n'est qu'une histoire de variation d'un mécanisme. Donc il est bien clair que la compréhension du mécanisme nous fera comprendre ces variations. De la même façon, et j'utilise toujours cette image un peu naïve à mes étudiants, de la même façon que si vous ne comprenez pas le fonctionnement d'un moteur à explosion, vous pourrez peut-être, par tâtonnement, y mettre un jour une turbocompression, mais il est bien clair que si vous voulez comprendre pourquoi il y a un avantage à avoir une turbocompression sur un moteur à explosion, il faut connaître le fonctionnement du moteur à explosion. Donc la connaissance du mécanisme nous fait immédiatement connaître les avantages et les désavantages de ces variations. Alors j'ai illustré ça ici avec une image que je vous remontrerai de l'origine des doigts. Vous savez que les doigts sont apparus il y a à peu près 350 millions d'années dans un animal qui est un peu l'ancêtre de nos tétrapodes, des tétrapodes dont nous faisons partie, qu'on appelle Ichthyostega, dont vous pouvez voir d'ailleurs une image au 2e étage de la Cité des Sciences. Laissez-moi faire un très bref historique. Évolution-développement, en fait, jusqu'à la fin du XIXe siècle, c'était deux notions qui étaient qualifiées de la même façon. On faisait de l'évolution en travaillant sur les embryons, on faisait du développement en comparant les embryons. Finalement, il n'y avait qu'une appellation pour les deux choses. Et ce n'est guère qu'au début du XXe siècle que ces deux disciplines se sont séparées. Pourquoi? Parce que, voyez-vous, avant l'émergence des outils analytiques nécessaires, la seule chose que pouvaient faire les naturalistes, c'était évidemment de regarder et puis de comparer. Donc quelqu'un qui s'intéressait à la naissance d'un petit bourgeon de pattes chez le crapaud, regardait aussi chez le triton. Et puis il remarquait qu'entre le crapaud et le triton, c'était relativement similaire. Cette personne faisait à la fois du développement et de l'évolution. Mais au début des années 1900, on a commencé à avoir des outils analytiques relativement performants et les gens ont commencé à se concentrer sur une des deux disciplines. Imaginez que la même personne ait pu avoir des microscopes, des micro-ciseaux, de façon à pouvoir disséquer ce petit bourgeon de pattes chez le crapaud. Il aurait oublié la salamandre, le triton, et se serait focalisé sur cet outil de travail. Il aurait fait uniquement de l'embryologie, qu'on appelait à l'époque de l'embryologie causale, puisqu'il s'agissait avant tout de créer une cause et de regarder les effets. On injectait quelque chose dans un embryon, on regardait ce que ça donnait, etc. Et puis d'autre part, une deuxième branche de personnes qui se sont intéressées vraiment uniquement à l'évolution. Du côté de l'embryologie causale,
Elle s'est divisée en deux grands domaines que je vous ai définis tout à l'heure, la génétique moléculaire, la biologie du développement. D'un côté, les gens avec un esprit plutôt abstrait, qui sont partis dans le domaine de la génétique. De l'autre, des gens avec un esprit plutôt concret, qui ont travaillé avec le matériel, avec les embryons. Et puis du côté de l'évolution, évidemment, l'arrivée de la génétique des populations, qui a conduit à ce qu'on a appelé la nouvelle synthèse, le néo-darwinisme. Si vous voulez, en gros, un aménagement de la théorie de Darwin qui dit d'une façon extrêmement simplifiée qu'il ne s'agit pas d'avoir un avantage sélectif, il ne s'agit pas de développer une nouvelle caractéristique intéressante, il faut encore que cette caractéristique puisse se répandre dans la population, il faut qu'elle atteigne une certaine quantité, un certain nombre pour qu'elle puisse être retenue. Le mélange de ces deux disciplines que je vous ai décrit tout à l'heure pour conduire à la génétique moléculaire du développement. Et vous voyez en clignant un peu des yeux qu'on arrive à une sorte de double boucle. Et dans les années 2000, la rencontre de cette nouvelle synthèse du néo-darwinisme avec cette génétique moléculaire pour, espérons-le, arriver dans les années 2010-2015 à une sorte de nouvelle synthèse de la théorie de Darwin qu'on pourrait déjà appeler du post-darwinisme, et c'est de cela que j'aimerais discuter en fait ce soir. Ce qu'on aimerait discuter, c'est quel est l'effet de la rencontre de ces deux disciplines à l'heure actuelle. Vous voyez que c'est assez intéressant d'un point de vue épistémologique, c'est une boucle une discipline qui s'est scindée en deux parce qu'elle avait probablement besoin de se développer des deux côtés avant de pouvoir se re-rencontrer. Ça a pris à peu près un siècle avant que cette fusion ne se refasse. Alors cette théorie de Darwin, laissez-moi très brièvement en dire un petit mot pour ceux d'entre vous qui ne seraient pas familiers avec cette théorie. La théorie de Darwin, il ne faut pas l'oublier, commence avec Lamarck. Une chose qu'on a beaucoup tendance à oublier, pour des raisons que je mentionnerai à la fin de mon exposé. C'est Lamarck, évidemment, qui remarque que les espèces apparaissent par transformation d'autres espèces. C'est ce qu'on appelle le transformisme, et c'est évidemment le pilier central de la théorie de l'évolution, le transformisme. Les espèces ne sont pas créées de novo, mais dérivent d'autres espèces. Alors évidemment, pour des raisons que je mentionnerai à la fin de cet exposé, on s'est un peu moqué de Lamarck, car malheureusement, il n'était peut-être pas allé au bout de son raisonnement. Et vous connaissez cette histoire de la girafe qui s'allonge, le cou de la girafe qui s'allonge, dans le but d'attraper des feuilles plus hautes. Imaginons un arbre qui n'aurait que des feuilles très hautes. Seules les girafes allongeraient leur cou pour pouvoir avoir accès à ces feuilles. Donc une notion de téléonomie, de but dans l'évolution qui, évidemment, comme vous le savez, n'est pas correcte. Et c'est cette correction qu'a apporté finalement Charles Darwin plus tard, avec sa théorie de la sélection naturelle. Je mentionne d'ailleurs qu'il ne l'a pas mentionné lui-même, cette théorie de la sélection naturelle, théorie de l'évolution des espèces qui a été qualifiée par d'autres personnes comme théorie de la sélection naturelle. Ça a son importance. Darwin dit bien sûr les espèces apparaissent par transformation d'autres espèces, il n'y a pas de doute, mais suite à des modifications totalement aléatoires et à la sélection des bonnes modifications par l'environnement. Autrement dit, dans un troupeau de girafes, vous allez générer une diversité, mais il y aura autant de petites girafes que de grandes girafes. Le cou va rétrécir, il va s'allonger, mais comme seules les girafes dont le cou se sera rallongé auront accès à la nourriture, eh bien seules celles-ci vont survivre. Donc c'est une adaptation de la théorie de Lamarck, mais une adaptation importante tout de même. Dans la théorie de Darwin, il y a deux grands piliers. D'une part, la variation, d'autre part, la sélection. Un organisme varie de façon relativement illimitée. Donc toutes les variations possibles, aujourd'hui on dirait les mutations possibles, toutes les mutations de notre matériel génétique vont être possibles,
Et puis, les mutations, les variations les plus adaptées au milieu seront conservées. C'est ce qu'on appelle la sélection naturelle. Donc, constamment, les animaux produisent de nouvelles variations. Et puis, de temps en temps, une variation est avantageuse. Elle va être maintenue par l'environnement. Cela donne donc une construction qui est très lente, très graduelle. C'est ce qu'on appelle du gradualisme. Parce que chaque partie d'un organisme peut progressivement s'adapter à son micro-milieu. Évidemment, l'adaptation de vos yeux ne répond pas aux mêmes conditions du milieu que l'adaptation de vos membres. Donc on peut estimer qu'il y a des adaptations différentes dans la théorie de Darwin à des micro-milieux différents. Donc le poids de cette théorie, le poids de la théorie de Darwin, en fait, est sur la sélection. Car la variation est aléatoire, donc relativement infinie. Ce qui est important, c'est de se trouver dans un milieu qui va sélectionner le caractère, puisque le caractère va varier de toute façon. Donc le poids de cette théorie se trouve sur la sélection. C'est pour ça qu'on a appelé cette théorie théorie de la sélection naturelle. Dans cette théorie, le nombre d'intermédiaires est infini, puisque l'on va par très petites étapes à très petites étapes. Donc tous les intermédiaires entre, par exemple, un poisson et un reptile ont existé à un moment donné ou à un autre. Malheureusement, comme vous le savez, de nombreux exemplaires intermédiaires ne sont pas présents dans les collections fossiles. On ne les trouve pas. C'est ce qu'on appelle le gradualisme. La raison pour laquelle on ne les trouve pas, eh bien, les raisons sont multiples. Peut-être parce que ce sont des animaux qui n'ont pas vécu assez longtemps pour que leur représentativité dans les collections fossiles soit suffisante. Peut-être que ce sont des animaux qui ont été éteints par des catastrophes absolument terribles qui ont fait qu'on ne les retrouve pas dans les collections fossiles, etc., etc. Il y a plusieurs explications possibles. Ce que j'aimerais vous dire à la fin de ce séminaire, c'est que mais et si ces chaînons manquants manquaient vraiment? Et si vraiment ils n'avaient jamais existé? Alors cette théorie a subi quelques attaques, quelques modifications, notamment par deux auteurs, Stephen Jay Gould, qui est décédé il y a quelques années, et Niels Eldredge, qui ont proposé une théorie qu'ils ont appelée les équilibres ponctués. Ils disaient la raison pour laquelle on ne trouve pas forcément tous les intermédiaires dans les collections fossiles, c'est simplement que l'évolution n'est pas vraiment linéaire. Ce n'est pas un processus où tous les millions d'années, on va produire une petite amélioration. De temps en temps, ça se passe très vite. De temps en temps, ça se passe très lentement. Si on tombe dans une collection fossile, si on cherche un animal qui a évolué très vite, on a moins de chances de le retrouver dans les collections fossiles, évidemment, en cherchant dans le sol. Donc cette théorie des équilibres ponctués a permis un peu de comprendre en quelque sorte pourquoi tous ces fossiles, tous les intermédiaires n'étaient pas retrouvés au niveau fossile. Voilà, ça c'était en guise d'introduction pour ce que je vais vous dire maintenant sur les doigts. Et avant d'en venir au développement et à l'embryologie des doigts, j'aimerais vous parler très brièvement de cette révolution technologique de la fin des années 1900 qui a conduit à cette révolution génétique. Il y a trois dates très importantes. La première, 1983, vous voyez que c'est vraiment de l'histoire très très récente, à peine plus de 22 ans, où l'on arrive finalement à isoler les premiers gènes du développement. On connaissait à l'époque quelques gènes, le gène de l'insuline humaine, le gène de la globine, etc. Mais à cette époque, on commence, à cause de trucs que avec lesquels je ne vais pas vous ennuyer, on commence à pouvoir isoler les gènes qui contrôlent notre développement. Quelques années plus tard, 1985, on commence à avoir les outils pour caractériser ces gènes. Qu'est-ce que ça veut dire, caractériser un gène? Ça veut dire connaître son identité, savoir où il fonctionne, savoir à quel moment il fonctionne. Est-ce que c'est un gène qui fonctionne dans la patte, dans la tête, dans le cerveau, dans le pancréas? Donc, à partir de cette époque, on a pu le savoir. Et puis, dernier point, alors 1990, vous voyez, il y a moins de 15 ans, une des grandes révolutions technologiques, la possibilité de modifier ces gènes à volonté.
Alors pour l'instant, cela ne se fait qu'avec la petite souris de laboratoire, Mus musculus, et c'est la raison pour laquelle beaucoup de laboratoires travaillent avec cette souris. Parce que, encore une fois, pour des raisons très complexes que je ne vais pas détailler, nous disposons aujourd'hui des outils qui nous permettent de modifier à volonté l'activité d'un gène. On peut le détruire, on peut le faire travailler un peu plus, on peut le faire travailler ailleurs, on peut le faire travailler à un moment différent, dans un organe ou une structure différente. C'est ce qu'on appelle de l'ingénierie chromosomique. Ces trois grandes dates ont conduit en fait à réaliser trois surprises, à avoir trois surprises. Aujourd'hui, cela paraît évident à tout le monde, mais croyez-moi, au début des années 80, ce furent vraiment des surprises. La première, c'est ce que l'on pourrait appeler l'universalité des gènes. On s'est aperçu à cette époque qu'en fait, chaque fois que l'on isolait un gène de développement de la souris, on le retrouvait chez l'homme. Et je me souviens très bien de cette époque où au début on se disait c'est un coup de chance. C'est quand même curieux que le premier gène qu'on trouve chez la souris, c'est le même chez l'homme. Et puis vint le deuxième, le troisième, le 10e, le 50e. Et puis aujourd'hui, nous sommes toujours à la recherche d'un gène qui serait différent entre l'homme et la souris. Je vous dis ça alors qu'on sait qu'il n'y en a pas, puisque, comme vous le savez, les génomes de l'homme et de la souris ont été séquencés. Donc nous nous sommes aperçus à cette époque que les gènes avaient un caractère universel. Les espèces différentes avaient les mêmes gènes. Deuxième grande surprise, qui vint un peu après d'ailleurs, c'est l'universalité des principes. Nous sommes aperçus en fait que ces gènes fonctionnaient dans des réseaux, par des interactions, etc., qui sont identiques entre l'homme et la souris. Donc la façon dont ces gènes fonctionnent est également identique entre les hommes et la souris. Et puis troisième surprise, mais qui alors, suite aux deux premières, était évidemment peut-être plus attendue, c'est ce qu'on pourrait appeler l'universalité des génomes. Tout cela n'est pas très étonnant, puisqu'en fait, comme vous le savez, notre génome, l'ensemble de nos gènes, nos chromosomes, en fait, sont très très semblables aux chromosomes d'autres animaux. Prenez par exemple entre le singe et le chimpanzé, c'est qu'une question de réaménager quelques morceaux ici ou là, mais l'ensemble de notre matériel génétique est très très similaire. Alors ces trois surprises, ces trois découvertes, eh bien, il a fallu 20 ans, pratiquement, 15 ans, pour qu'elles conduisent à ce qu'on appelle un changement de paradigme, pour qu'on arrive vraiment à les intégrer dans une nouvelle pensée de la biologie. Et c'est donc ça que j'aimerais discuter ce soir. Alors les membres. Cette convergence entre le développement et l'évolution, elle est particulièrement flagrante lorsque l'on travaille sur le développement des membres. Et j'aimerais juste vous en montrer un petit exemple. Je vous remonte cette image où vous avez ici un bourgeon de jambes, un bourgeon de bras, et puis quelques jours plus tard, le petit bras qui se développe, la petite jambe qui se développe. Vous voyez ici, sur votre droite, ce qu'on appelle une métaphase. C'est simplement une cellule qui a été lâchée de quelques distances de hauteur sur une lamelle en verre. La cellule éclate et on arrive à voir les chromosomes. Ce que vous voyez là, en fait, ce sont des chromosomes de souris qui sont très similaires aux nôtres. Et puis, par un petit truc génétique, on a coloré le chromosome numéro 2 en rose. Donc, vous voyez ici en rose, une copie du chromosome numéro 2 de la mère. Évidemment, il y en a deux, une de la mère, une du père. Et puis, par un autre petit truc génétique, on a coloré sur ces chromosomes un gène qui est un gène de développement, qui est ce qu'on appelle un gène architecte, un de ces gènes de la famille OX. Je ne vais pas vous ennuyer trop avec cela, je vais y revenir dans 5 minutes. Vous voyez ce petit point jaune, il y en a donc deux copies, une qui vient de la mère, une qui vient du père. Et ce que je vous montre sur la gauche, c'est un fœtus de souris qui a été bricolé, en quelque sorte, d'une façon génétique, pour que l'on puisse voir en bleu où et quand ce gène fonctionne. C'est une technologie assez complexe. En fait, un gène, pour ceux d'entre vous qui sont un peu au courant de ces questions de biologie moléculaire, un gène fabrique une protéine. Si vous arrivez à remplacer cette protéine
par une protéine qui vous donne une couleur bleue, le gène n'y verra que du feu. Il va fabriquer une protéine qui aura une couleur bleue. Alors ça nous permet de voir où ce gène fonctionne. Vous voyez que c'est un gène qui travaille essentiellement à fabriquer le bout des bras, le bout des jambes, l'appareil génital externe et le bout de la queue. Ça, c'est un exemple de ces technologies dont je vous parlais tout à l'heure, extrêmement puissant, puisque l'on peut voir avec des yeux, même sans microscope, où un gène fonctionne. Eh bien, aujourd'hui, nous sommes capables d'agir sur ces chromosomes pour éliminer la fonction de ce gène d'une façon très spécifique. On arrive à détruire uniquement ce gène, rien d'autre. Et encore une fois, je vous passe les détails techniques. C'est une expérience qui prend à peu près 2 ans, en fait. Une fois réalisée, vous avez une souris qui est parfaitement normale, sauf que ces gènes ne fonctionnent plus, comme dans une maladie génétique classique que l'on trouve chez les humains. Je vais revenir là-dessus dans quelques minutes. Eh bien, si vous regardez cette souris, vous voyez la chose suivante. Voilà le squelette d'un pied de souris qui ressemble étonnamment au squelette de votre pied, le même nombre de petits os, la même organisation, le même arrangement. Et vous voyez sur la gauche, alors sans entrer dans les détails, que le squelette de la souris mutante n'est pas normal. Les doigts sont plus courts, ils sont mal formés, ils sont trop gros. Donc cela nous permet de dire que oui, ce gène, en fait, est requis pour la bonne construction de ce pied. Mais vous voyez également ici qu'on obtient 1, 2, 3, 4, 5, 6 doigts, ce qu'on appelle une polydactylie. Ce pied mutant à 6 doigts, au lieu de n'avoir que 1, 2, 3, 4, 5, une pentadactylie qui, comme vous le savez, est la caractéristique de beaucoup de tétrapodes et qui est évidemment la formule que nous avons chez nous. Alors ce qu'il y a d'intéressant, c'est que, souvenez-vous de cette image que je vous ai montrée tout à l'heure, vous voyez que l'ancêtre des tétrapodes, l'animal qui en quelque sorte est sorti de l'eau pour coloniser le milieu terrestre, était un animal polydactyle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est un animal qui avait des doigts en surplus, trop de doigts. Donc, en mutant, en détruisant un de ces gènes architectes qui construisent nos membres, nous retrouvons une morphologie, nous retrouvons un nombre de doigts, une caractéristique qui en fait nous rappelle des caractéristiques qui ont existé dans l'évolution. Et cela, c'est la définition de ce qu'on appelle un atavisme. Et aujourd'hui, nous apercevons d'une chose très intéressante, qui est qu'en fait, l'atavisme est une condition pratiquement obligatoire chez les individus mutants, que ce soit les souris, que ce soit les humains. Lorsque l'on touche à la régulation, au fonctionnement des gènes, la nature n'est pas très originale, en fait. Elle nous fait toujours retomber sur quelque chose qui nous rappelle quelque chose qui a existé. D'ailleurs, vous pouvez le voir, ne serait-ce qu'en regardant un livre de tératologie d'embryons humains, si vous regardez toutes les malformations possibles que l'on peut obtenir chez un embryon humain, vous verrez que c'est toujours reconnaissable. La nature ne fait jamais n'importe quoi. Il n'y a jamais une structure où vous dites « mais tiens, qu'est-ce que c'est ?» Non, c'est un bras supplémentaire, c'est une jambe supplémentaire, c'est un œil supplémentaire, encore que c'est très rare, etc. Mais c'est reconnaissable. Ce qui vous montre en fait qu'il y a ce qu'on appelle des contraintes très fortes dans la construction d'un organisme. On ne fait pas n'importe quoi, la nature ne peut pas faire n'importe quoi. Et on retombe donc sur une question d'atavisme. Encore une fois, cette relation entre la biologie du développement et l'évolution. Cette question d'atavisme, laissez-moi juste vous montrer une image pour vous montrer qu'elle est très présente chez nous. Cette mutation que nous avons donc fabriquée chez la souris, eh bien, quand malheureusement ce même gène chez les humains ne fonctionne plus, vous savez que ça arrive relativement fréquemment, qu'un gène ne fonctionne pas chez les humains, eh bien, on obtient ce petit garçon qui a en fait, comme vous le voyez, 1, 2, 3, 4, 5, 6 doigts, qui a également une polydactylie. C'est un syndrome génétique qu'on appelle la sympolydactylie de type 2. C'est un syndrome assez fréquent. Vous savez peut-être qu'il y a pratiquement il y a plus d'un enfant sur 1000 qui à la naissance a des problèmes de doigts, de formation des membres. C'est un endroit où la nature est très féconde en termes de production de variations. Et vous voyez que c'est le même gène qui produit le même phénotype.
Encore une fois, ce phénotype peut être considéré comme un atavisme. Alors les doigts, comment ça marche? Comment sont-ils fabriqués? Là encore, c'est une histoire compliquée, mais qui fait appel à une propriété génétique qui est absolument fascinante. Et j'aimerais vous la décrire en quelques minutes. Ces doigts sont fabriqués en grande partie par une famille de gènes. Ce sont des gènes qui se ressemblent. Par exemple, les gènes de l'insuline, vous savez que certains animaux en ont deux, certains animaux en ont un. Quand il y en a deux qui se ressemblent, on parle de famille de gènes. Eh bien, nous avons tous, dans chacune de nos cellules, dans chacun de nos noyaux, nous avons 39 gènes qui sont les gènes architectes. Ce sont des gènes absolument nécessaires pour notre développement, puisque ces gènes sont ceux qui déterminent l'identité de nos structures. Par exemple, vous savez que vos vertèbres cervicales sont très différentes de vos vertèbres thoraciques. Eh bien, la raison pour laquelle ces vertèbres sont différentes, c'est parce que certains gènes architectes travaillent dans les vertèbres cervicales, d'autres dans les vertèbres thoraciques. C'est eux qui font la différence. Ces gènes, ils ont une propriété absolument formidable. Vous voyez que cette ligne noire représente le chromosome qui partirait, bien entendu, très loin. Hein, c'est un tout petit morceau de chromosome. Et ces gènes sont alignés sur le chromosome. Les uns à côté des autres, un peu comme des oiseaux sur un fil. C'est donc un groupe de gènes. Alors on a quelques groupes de gènes sur nos chromosomes. Ça, en soi, ce n'est pas quelque chose de très particulier. Mais ce qui est très particulier, c'est que ces gènes fonctionnent dans notre corps pendant qu'ils se développent en fonction de leur position sur le chromosome. C'est très compliqué, mais ça va devenir simple. Le gène qui se trouve à une extrémité de cette famille travaille à une extrémité de l'embryon. Il travaille dans la tête. Et puis quand vous passez un peu plus loin, le gène voisin, il travaille sur la partie voisine. Et puis le troisième, le quatrième, le cinquième, le sixième, le septième, le huitième. Ce qui fait qu'il y a une correspondance entre les structures que vous avez, par exemple dans votre colonne vertébrale, par exemple dans vos racines des nerfs moteurs. Vous savez qu'on a des tas de racines différentes à des niveaux différents qui vous permettent de bouger le bras, de bouger la jambe, etc. Eh bien, toutes ces micro-différences sont en fait organisées par ces gènes et elles sont reflétées par l'ordre de ces gènes sur le chromosome. Ça, c'est quelque chose d'extraordinaire, parce que ça vous démontre que nous ne sommes pas le résultat, notre fabrication n'est pas le résultat de l'action de 35 000 gènes qui sont distribués au hasard sur nos chromosomes. Ce que vous avez hérité de vos parents, ce n'est pas 35 000 bits d'information, n'est-ce pas, qui en elles-mêmes vont arriver à construire notre organisme. Il y a un niveau d'information qui est déjà supérieur, que vous avez déjà hérité de vos parents. Ça, c'est une micro-image de votre future polarité. C'est déjà organisé sur nos chromosomes. C'est un phénomène qui est extraordinaire, qui s'appelle la colinéarité, et que nous essayons de comprendre depuis maintenant 15 ans, avec obsession, et nous commençons à avoir quelques pistes, mais je ne vais pas vous ennuyer avec ça. Au moment, il y a à peu près 700 millions d'années, au moment où les animaux, pour des raisons X ou Y, ont commencé à avoir des membres, eh bien, il s'est agi de différencier les structures du membre de la même façon que les structures du corps sont différenciées. C'est totalement inutile d'avoir un membre si c'est simplement un morceau indifférencié qui sort. Donc il s'agissait d'organiser la partie proximale, d'organiser la partie distale, etc. La nature, qui est très parcimonieuse, plutôt que d'inventer un nouveau système pour organiser le membre, a simplement réutilisé le système qu'elle avait inventé pour organiser le tronc et l'a mis dans le membre. Donc les mêmes gènes, le même système est organisé pour le membre. Alors c'est un peu plus compréhensible si vous regardez cette image. Vous voyez ici un chromosome. Alors l'ADN, c'est pas ça, hein. L'ADN, c'est
une pelote qui est enroulée, qui est compactée. Vous en voyez quelques petits fils là qui sortent, hein, et qui, en étant totalement compactés, vous donne cette image de chromosome. Si vous tirez ce chromosome, vous voyez cette double hélice d'ADN, ce que vous voyez à l'intérieur. Et puis j'ai illustré avec ces points rouges 4 gènes voisins de cette famille des gènes architectes, le gène A, B, C, D, etc. Et puis vous voyez en bas que le gène A, il s'occupe d'organiser le bras, le gène B et C, il s'occupe d'organiser l'avant-bras, et puis le gène D, il s'occupe d'organiser les doigts. Donc encore une fois, on a ces petites images génétiques de nous-mêmes sur nos chromosomes. Évidemment, ça nous renvoie alors au XVIIIe siècle, à l'image de l'homoncule, donc des théories préformationnistes, vous savez, où un petit homme était déjà replié dans le spermatozoïde, avec lui-même dans son spermatozoïde un petit homme qui lui-même était replié, etc. Mais on y est là, hein, c'est une sorte d'homoncule génétique, en fait. Évidemment, ce n'est pas de la préformation, mais vous voyez, ça veut dire quand même que dans le spermatozoïde, etc., il y a un niveau d'information qui est légèrement supérieur à ce qu'on pensait. Ce n'est pas que des choses disparates qui vont par une sorte de miracle s'assembler pour contrôler la production d'un organisme. Alors, dans la pâte, eh bien voilà à quoi ça ressemble. Vous avez donc ces gènes qui sont alignés sur le chromosome, et puis ceux-là vont faire le bras, les jaunes vont faire l'avant-bras, et puis les rouges vont faire la main. Et il s'agit de comprendre comment ça marche. Alors je ne vais pas rentrer dans les détails, j'aimerais vous montrer quand même une image biologique, la réalité. Ce que vous voyez là, ces 5 figures, c'est une petite patte de souris qui se développe à peu près au milieu de la gestation. Ce serait en gros l'équivalent d'une petite main d'un embryon humain à peu près à 6 semaines, en gros. Et vous voyez en bleu l'activité de ces gènes. C'est une autre technique qui nous permet cette fois de voir en bleu l'activité de ces gènes. Le bleu que vous voyez là, c'est l'activité du gène numéro 9. Vous voyez qu'il est surtout très fort dans ce qui va donner plus tard l'avant-bras. Le numéro 10, il est dans l'avant-bras, mais il fonctionne aussi un petit peu dans les doigts. Le numéro 11, etc. Vous voyez que le numéro 13, il est très très fort dans les doigts, mais il n'est plus dans l'avant-bras. Et c'est ça, ce phénomène de colinéarité. Donc quand vous remontez le chromosome, vous voyez que vous passez d'une expression de type proximal à une expression de type distal. Incompréhensible pour l'instant. Alors que se passe-t-il quand on commence à détruire ces gènes? Puisque je vous raconte que ces gènes, effectivement, sont importants pour la construction des pattes, mais comment est-ce que je peux vous le démontrer? Eh bien, vous voyez encore une fois, si vous détruisez un de ces gènes, le dernier, le numéro 13, eh bien vous voyez que vous commencez à avoir un effet. Ces 2 doigts-là sont plus courts, vous voyez, ils perdent une phalange, et puis les os commencent à être un peu plus rugueux, ils sont mal faits. Quand vous enlevez plusieurs de ces gènes, 3, vous voyez que vous commencez à avoir une polydactylie, les doigts deviennent vraiment plus courts, etc., etc. Et au fur et à mesure que l'on enlève ces gènes architectes, vous voyez que les doigts deviennent de plus en plus mal formés. On passe d'un pied normal, qui est très beau, très élégant ici, à quelque chose de complètement ratatiné. Et si on enlève encore ce qui reste, on va avoir ce qu'on appelle une adactylie, c'est-à-dire un embryon qui n'aura plus aucun doigt. Alors ce qui est très intéressant là-dedans, c'est que vous voyez que l'on passe, en réduisant ces gènes, on passe d'une structure pentadactyle, 5 doigts, à une structure adactyle, 0 doigts, mais en passant par une structure polydactyle. Ce n'est pas qu'on perd 5, 4, 3, 2, 1, 0. Non, on va à 5, 6, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Et ça peut paraître curieux, mais en fait, c'est exactement l'inverse de ce qui s'est passé dans l'évolution des tétrapodes. Puisque dans notre évolution, nous sommes partis des poissons 0 à Ichthyostega, que je vous montrais tout à l'heure, polydactyle, puis une réduction des doigts, pentadactyle. Ce que j'aimerais vous dire par là, c'est que quand on enlève progressivement la fonction de ces gènes, en fait, on observe un phénomène inverse
que le phénomène qui s'est probablement passé dans notre évolution. Ce qui suggère fortement que l'évolution des pattes s'est passée en rajoutant la fonction de ces gènes. Puisque quand on l'enlève, on retombe sur des conditions ataviques. Alors, triomphe et déclin de la théorie. Pour parler un peu de ça, j'ai besoin encore de vous donner quelques informations qui, pour la plupart d'entre vous, je pense, sont connues. C'est, premièrement, cette observation, séquençage du génome de la souris il y a quelques années, 35 000 gènes, à peu près. On n'est pas encore absolument sûr de ce nombre, mais séquençage du génome des humains quelques années plus tôt, 35 000 gènes. Le problème avec ceci, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est que ce sont les mêmes. Alors ça pose vraiment une question absolument fondamentale. Ça nous dit que le gène de la trompe de l'éléphant n'existe pas. Et je pense que si vous sortez de cette salle en vous souvenant de ceci, c'est quelque chose qui vous permettra de re-rentrer dans ce genre de concept, parce que tout est là, en fait. Avant 1990, même 1995, la solution pour nous était très facile. Pourquoi l'éléphant a-t-il une trompe? Parce qu'il y a un gène de la trompe de l'éléphant. Pourquoi n'en avons-nous pas? Parce que nous n'avons pas le gène de la trompe de l'éléphant. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Puisque nous avons tous les gènes de l'éléphant, et l'éléphant a tous nos gènes, il faut quand même que l'on arrive à expliquer pourquoi l'éléphant a une trompe et pourquoi nous n'en avons pas. Donc ça change vraiment totalement notre façon de considérer le problème. Alors ceci m'amène à la chose suivante, c'est que la différence entre l'homme et la souris, par exemple, l'homme et l'éléphant, etc., ne sont pas dues à l'utilisation de gènes différents, mais simplement à l'usage différent des mêmes gènes. C'est quelque chose qui vous paraît simple à comprendre, c'est extraordinairement compliqué à intégrer dans notre vue du développement et de l'évolution. Pour des raisons assez simples, c'est que c'est très très contre-intuitif finalement, et cela ne nous plaît pas. Et je reviendrai sur ce point, dernière image de mon séminaire, c'est simplement quelque chose que notre culture n'est vraisemblablement pas prête à accepter. Mais si on regarde à la fois cette magnifique grand-mère et cette aussi magnifique petite souris, eh bien il faut quand même admettre, il faut quand même se convaincre que ces deux organismes sont fabriqués avec les mêmes gènes. Alors, il m'arrive parfois, en montrant cette image, que quelqu'un me dise « Oui, mais attendez, cette souris a des grandes moustaches, qui en fait ne sont pas des moustaches, ce sont des organes sensoriels extrêmement importants pour la souris, un peu comme pour les chats. C'est grâce à ces moustaches que la souris sait si elle peut passer, si elle ne peut pas passer, qu'elle va sentir son environnement, etc. » Alors ces moustaches, elles sortent d'où? Elles ne sont pas sur cette grand-mère. À la limite, si cette grand-mère avait un peu de moustache, ce ne seraient pas des organes sensoriels. C'est très différent. Alors comment c'est possible si on a les mêmes gènes? Je reviendrai là-dessus dans 2 minutes. Autre catastrophe, quelques années plus tard, séquençage de la mouche drosophile du vinaigre. Et là, on s'aperçoit que cette mouche a 15 000 gènes, et que là encore, ce sont les mêmes. Je me souviens à l'époque de journalistes qui m'appelaient dans mon laboratoire pour me poser la question « Mais est-ce que vous n'êtes pas terriblement déçus de savoir que là, cette petite mouche que vous voyez sur vos fruits dans la cuisine, vous savez, cette petite drosophile sur les fruits un peu blés, comment se fait-il que cette mouche n'a que 2 fois moins de gènes que nous? Est-ce que cela nous permet d'expliquer la différence de complexité? Alors, à l'époque, les gens disaient « Oui, mais une drosophile, c'est quand même assez compliqué, elle sait voler, elle sait, etc. » Mais après, séquençage du gène, du ver C. elegans, du nématode, un petit ver qui ne sait rien faire d'autre que d'avancer et de reculer, pareil. Donc on a un problème là. Ça veut dire qu'avec 15 000 gènes, on peut faire quelque chose de relativement performant, mais toutefois très simple, et avec simplement le double, on arrive à faire quelque chose
d'extraordinaire, la perfection sur Terre, l'être humain. Comment expliquer ça? Voilà en fait l'explication à la fois de cette question et de la grand-mère. Ce que vous voyez là, c'est un petit embryon de souris, et cet embryon, il est coloré pour un de ces gènes architectes, alors peu importe lequel, hein, c'est un de ces gènes qui travaille pendant notre développement, qui nous fabrique. Eh bien, vous voyez quelque chose de très étonnant, c'est que ce gène, il est au four et au moulin, il fait un peu tout. Vous voyez qu'il travaille dans le bout des doigts, c'est un des gènes que je vous montrais tout à l'heure dans la patte, mais il travaille également dans l'intestin, il travaille également dans la face, dans le mésenchyme de la face, ce qui va donner les mandibules, ce qui va vous permettre de manger. Il travaille dans le tube neural, dans la colonne vertébrale, dans le cerveau postérieur, et ici, dans ce qu'on appelle les whisker pads, c'est-à-dire les petites structures qui vont donner les organes sensoriels, donc les moustaches de la souris. Eh bien, si l'on faisait une même coloration avec un embryon humain, ce qui évidemment n'est pas fait, puisque c'est strictement interdit, même sur les produits d'avortement en Suisse en tout cas, mais croyez-moi, on le sait, on aurait exactement la même figure, la même image, sauf le bleu dans ces petites structures, puisqu'évidemment elles n'existent pas. Ça veut dire en fait que les gènes font beaucoup de choses, finalement. La raison pour laquelle nous pouvons faire beaucoup mieux que la petite mouche avec simplement 2 fois plus de gènes, c'est que nos gènes travaillent beaucoup plus. Alors, ils ne travaillent pas plus en termes énergétiques, en termes de production de protéines, non, c'est pareil. Mais ils travaillent dans plusieurs endroits différents, à plusieurs temps différents, et ils font plusieurs choses différentes. Alors pourquoi? C'est assez simple. Parce que c'est beaucoup plus simple pour la nature, avec un grand N, de prendre un gène, de le modifier un petit peu pour qu'il puisse fonctionner ailleurs, plutôt que d'en créer un nouveau. C'est extraordinairement difficile de créer un nouveau gène en termes d'évolution. Je ne dis pas pourquoi, mais c'est vraiment... On a de la peine à imaginer comment ce serait possible. Par contre, imaginez comment on peut prendre un gène et lui faire faire quelque chose d'autre, c'est relativement simple. Le résultat de ceci, et c'est là où je voulais en venir, c'est qu'à partir du moment où un gène fait beaucoup de choses, eh bien, il devient de plus en plus difficile à lui faire des choses supplémentaires d'une part, puisqu'il en fait déjà beaucoup, et je vais dire un petit mot à ce que ça signifie d'un point de vue moléculaire, mais ça le rend aussi beaucoup plus important en termes d'évolution pour l'organisme. Imaginez un gène qui ne fonctionnerait que dans les moustaches chez la souris, dont la fonction unique serait de faire les moustaches. Eh bien, si ce gène d'aventure a une mutation, si ce gène d'aventure est détruit, la souris aurait un problème de moustache. À la limite, si elle vit dans un environnement, dans un désert où elle n'a pas besoin de sentir les orifices, etc., elle va peut-être survivre, peut-être donnera-t-elle une nouvelle espèce. Mais vous voyez que ce n'est pas ça. Si une mutation est introduite dans le gène qui fabrique les moustaches chez la souris, eh bien malheureusement, vous aurez un effet dans la face, dans le système nerveux, dans les membres, dans l'intestin. Vous allez avoir un effet partout, parce que ce gène est multifonctionnel. Ce gène travaille partout. Et dans ces souris que je vous montrais tout à l'heure, qui ont un problème de doigts, ces souris, souvenez-vous, qui ont un peu trop de doigts et trop courts, eh bien, si on regarde un peu, on voit que ces souris, par exemple, n'ont pas d'organes génitaux externes. Ils ont totalement disparu. Alors évidemment, d'un point de vue évolutif, ça, c'est pas un avantage. N'est-ce pas? Ça veut dire que si, pour une raison ou pour une autre, on voudrait créer une nouvelle espèce humaine pour jouer mieux du piano, par exemple, en les rendant polydactyles, 7 doigts, 8 doigts, puis on aurait un problème. On aurait un problème avec les organes génitaux. Je vous raconte ça un peu sous forme de plaisanterie, mais je pense que le concept qui est derrière est vraiment important à comprendre. Ces souris, elles ont aussi un problème dans leur colonne vertébrale. Si ça, c'est une souris normale qui a 6 vertèbres lombaires, nous n'en avons que 5, les souris en ont 6. Eh bien, vous voyez que quand vous commencez à toucher les gènes qui fabriquent les doigts,
eh bien vous avez des souris qui deviennent très longues ou des souris qui deviennent très courtes. On change tout, en fait, c'est ça, on change tout. Alors voilà, et si les chaînons manquants manquaient? D'abord, pourquoi triomphe de la théorie de Darwin? Parce qu'évidemment, le fait que nous partagions tous nos gènes avec les gènes de l'éléphant, de la souris, c'est vraiment le triomphe du darwinisme. C'est le triomphe du transformisme, en fait. Rendons à Lamarck ce que nous lui devons. C'est vraiment la démonstration formelle que les espèces dérivent d'autres espèces. C'est une démonstration totalement formelle. Pourquoi le déclin? Eh bien, c'est maintenant que je vais vous parler de ça, pour la fin de cet exposé. Car en fait, et si ces chaînons manquaient? Pourquoi je reviens sur cette histoire de chaînons manquants en passant par la multifonctionnalité des gènes? Pourquoi cette histoire de gènes qui ont été recrutés par l'évolution pour faire de plus en plus de travail nous conduit à reviser cette théorie? Qu'est-ce que ça change? Alors, pour rendre cela un peu clair, surtout à la fin de cet exposé, j'ai mis volontairement à gauche la génétique et puis à droite la construction. C'est une métaphore qui n'est pas du tout correcte, donc ne me faites pas de reproches là-dessus, c'est simplement pour aider à comprendre, en partant de la chose suivante, la conservation des génomes, donc l'idée que nous avons un génome qui est conservé avec la drosophile, avec cette petite mouche, qui donc implique que nous devons faire plus avec pareil. C'est ça le problème. Nous devons faire plus avec, en gros, pareil. Eh bien, c'est une situation que l'on peut penser un peu équivalente à la construction d'une maison plus grande, plus complexe, avec le même nombre d'ouvriers. On se retrouve dans un problème assez similaire. Vous avez le même nombre d'ouvriers, une entreprise qui a 15 ouvriers, et qui, au lieu de construire un petit cabanon à un étage, doit construire un immeuble de 15 étages, complètement équipé en informatique, en ventilation, en chauffage, etc. Comment faire? Eh bien, la solution génétique, c'est de rendre les gènes multifonctionnels. On va leur donner plus de travail. Un gène qui, normalement, ne travaillerait que dans la fabrication des doigts, on va lui dire non, non. En plus des doigts, tu vas aider à faire la colonne vertébrale, les organes génitaux externes, l'intestin, les moustaches, puis on verra. Plus de travail. Pareil avec les ouvriers. On va leur demander d'accumuler les spécialisations. On va demander aux chauffagistes de faire un peu de zinguerie, de participer à la pose des sols, et puis de fixer quelques robinets. Okay. Donc on va distribuer les compétences pour le même nombre de personnes. Alors, vous pouvez me dire, il y a un gros problème avec ça. C'est que ces ouvriers deviennent spécialistes de rien. Et c'est un problème qui, génétiquement, est fascinant, mais je ne vais pas en parler ce soir. Alors, ça, c'est difficile à comprendre, mais je vous le dis comme ça. Ce phénomène de la multifonctionnalité des gènes, donc de donner plus de travail aux gènes, c'est un phénomène qui s'équilibre. Parce que, disons qu'un gène a une fonction, c'est facile de lui en donner une deuxième. Moléculairement, ça veut dire qu'il va falloir modifier un peu d'ADN qui est dans la région contrôle du gène, etc., pour que d'autres protéines puissent venir contrôler. C'est compliqué, mais on peut l'imaginer. Quand un gène a 10 fonctions, ça devient beaucoup plus difficile de lui en donner une 11e. Parce que vous allez immédiatement casser une des autres fonctions. C'est très compliqué de faire des petites tours de contrôle pour qu'un gène soit exprimé là, etc., etc. Donc, le nombre de fonctions par gène va avoir tendance à s'équilibrer. Ils vont tous devenir à peu près avoir le même nombre de fonctions relativement équivalents. C'est pareil chez les ouvriers. Il n'y a aucune raison qu'un ouvrier se spécialise dans 10 choses différentes et que le voisin n'en fasse que 2. Ce sera impossible. Ce sera beaucoup plus simple, beaucoup plus efficace que tous les ouvriers se spécialisent dans un nombre de fonctions relativement équivalentes. C'est ce qui se passerait, en fait. Alors ça, évidemment, c'est ça le point critique. C'est que cela entraîne une grande résistance à la variation.
Parce que c'est ce que je vous disais tout à l'heure, si vous variez un gène, vous allez varier 10 fonctions, pas une. Ça vous met tout l'organisme par terre. Et de la même façon, dans un système de ce genre, chaque ouvrier devient totalement indispensable. Imaginez dans la construction du cabanon, si un ouvrier tombe malade, chauffagiste, le plombier qui fréquente les chauffagistes depuis de nombreuses années va dire « Oui, mais attendez, moi je vais m'occuper de la citerne. » D'accord ? Vous allez trouver une solution de remplacement dans la simplicité. On peut remplacer la simplicité. Si le chauffagiste est plombier, couvreur, poseur de sol, vous ne trouverez pas un autre ouvrier qui, ayant déjà 10 spécialisations, va pouvoir faire les 10 autres. Ce n'est pas possible. Donc, en termes de génétique, on dit que cela tamponne le système. C'est-à-dire que le système devient très contraint. Il est intouchable. On ne peut plus le faire varier. Si on le fait varier, on a 99,99% de chances que tout s'étale, que ça s'arrête. Et ça, c'est donc ce qui explique la contrainte et la stabilité des systèmes complexes. C'est que seul un changement complètement drastique va pouvoir être utilisé comme solution en cas de problème. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si un ouvrier devient malade dans ce genre de construction, la seule solution, c'est de trouver un plan de construction qui va être totalement différent et qui va pouvoir se passer de cet ouvrier. Dans la majorité des cas, ce ne sera pas possible parce qu'il vous faudra toujours des sols et il vous faudra toujours un chauffage. Mais parfois, vous allez trouver un cas où l'ouvrier, le chauffagiste, vous habitez dans un pays tropical, vous n'avez pas besoin de chauffage. En plus, il posait les fenêtres, vous pouvez faire sans fenêtres. En plus, s'il s'occupait des sols en bois, vous n'avez peut-être pas besoin de sols en bois. Donc vous allez trouver une solution, mais elle sera totalement différente du plan initial. Et là, on retombe sur le saltationnisme. Vous voyez que ça n'a plus rien à voir avec le gradualisme de la théorie de Darwin. C'est-à-dire que si vous voulez évoluer ce système, vous êtes obligé de passer d'un coup à un équilibre différent qui va impliquer des équations différentes, des gènes différents, mais on ne peut pas faire ça de façon graduelle. C'est très difficile à comprendre de façon graduelle, puisque un petit changement génétique va avoir des conséquences énormes. Alors, laissez-moi terminer avec le post-darwinisme. Ce que cela veut dire, en fait, c'est qu'on assiste aujourd'hui, chez les animaux complexes, bien entendu, je ne vous parle pas de bactéries ici, où évidemment des petits changements peuvent conduire à des petites variations d'une bactérie. Je vous parle d'animaux très complexes, de ce qu'on appelle de macroévolution. Cela fait transférer ce qu'on appelle le driving force, la force motrice de cette théorie, de la sélection, comme je vous le disais au début de mon séminaire, vers la variation. Parce que la sélection, finalement, peu importe. Ce qui est important, c'est que vous puissiez retomber sur un équilibre génétique qui vous permette de trouver une solution. Ça veut dire que les variations ne sont pas infinies. Pas du tout. Vous pouvez vivre, je sens que c'est compliqué, mais vous pourriez vivre pendant 30 millions d'années dans un environnement dans lequel vous auriez un avantage substantiel à avoir des moustaches comme la souris. Eh bien, vous ne pourriez pas les avoir sans changer complètement votre plan corporel. C'est ça ce que ça veut dire. Vous pouvez avoir de très fortes pressions de sélection, tant pis. Si vous ne trouvez pas un équilibre qui va rentrer dans ce nouveau contexte de sélection, vous n'arriverez pas à évoluer un caractère particulier. Et ça, c'est très difficile à comprendre et c'est très difficile à accepter. Et c'est ce que j'aimerais, c'est avec cette notion d'acceptation de ce concept que j'aimerais terminer. Ça veut dire que la variation n'est plus infinie. Elle n'est plus infinie, la variation.
elle est dictée par les contraintes internes du système. C'est comme si, comme solution à cette construction de maison, vous disiez simplement, mais c'est simple, on n'a qu'à ne pas mettre de parquet, ne pas mettre de sol. Mais non, vous ne pouvez pas ne pas mettre de sol dans un immeuble qui a 4 étages. Ça n'a pas de sens. Il faut repenser toute l'histoire. Donc ce sont des contraintes génétiques internes qui sont liées à la multifonctionnalité de ce gène. C'est ce qu'on appelle de l'internalisme génétique, peu importe. Mais nous sommes en train de passer d'une théorie de la sélection naturelle à une théorie de la variation contrainte. Il faut bien se dire cela. Alors ça nous laisse un espoir tout de même. Ça nous laisse un espoir en tant qu'espèce d'un jour de pouvoir évoluer dans une forme totalement différente, ce qui serait vraiment magnifique, en tout cas pour nous. Mais pas du tout d'un type d'évolution graduelle qui ferait que, comme on entend ces jours à la télévision ou à la radio, que notre boîte crânienne va augmenter progressivement sur les 300 000 ans à venir, etc. Pas du tout. Rien de graduel là-dedans. Alors peut-être qu'après tout, les chaînons manquants y manquent, parce que cela pourrait expliquer pourquoi on ne retrouve pas ces animaux dans les collections fossiles. Peut-être que simplement ils n'ont jamais existé. Alors le gros problème des sauts de l'évolution, le gros problème de ce qu'on appelle le saltationnisme, de la macroévolution, c'est que pour qu'une espèce se pérennise, il en faut 2. C'est un minimum. N'est-ce pas? Alors ça, on peut très bien l'expliquer par le gradualisme, et c'était un des freins à une théorie saltationniste, parce que dans le gradualisme, vous changez un tout petit peu, vous pouvez toujours vous croiser avec une personne qui n'a pas évolué. Très simple. Si j'ai un doigt supplémentaire, je pourrais toujours avoir des enfants avec ma femme. Donc les choses évoluent progressivement, et puis peu à peu les espèces se séparent. Ça, c'est le gradualisme. Si tout d'un coup on passe d'un animal à un animal totalement différent, les gens disent c'est pas possible, il faudra en faire 2, parce qu'on ne va pas pouvoir se recroiser avec l'animal d'avant. Et ça, c'est un argument qui a été utilisé par les gens qui luttent, et qui luttent toujours, je veux dire que c'est assez provocateur ce que je vous raconte là, mais qui luttent toujours contre une théorie qui n'est pas une théorie gradualiste de l'évolution. Mais la réponse, elle est simple, c'est que si la variation est contrainte, on doit pouvoir, dans un minimum de temps, produire des formes qui sont équivalentes. Donc on doit pouvoir, dans l'évolution, peut-être arriver, que l'équilibre soit suffisamment instable pour qu'il y ait plusieurs passages, puisque le nombre de solutions est un nombre restreint. Laissez-moi reprendre une dernière fois cette image de maison pour comprendre ce dernier point. Si vous donnez à 15 architectes le plan de la maison originale, le plan de l'immeuble, avec les 15 ouvriers qui font 10 choses, ok, et puis que vous dites aux 15 architectes, on est désolé, il y a 2 ouvriers qui manquent. Okay, alors faites quelque chose de nouveau avec ce que vous pouvez faire. Et bien vous verrez que sur les 15, il y en a peut-être 7 qui vont arriver à la même solution. Parce qu'il n'y a pas 36 000 solutions. Il faudra changer ça, ça va faire qu'il faudra changer ça, il faudra remettre une chaudière, il faudra enlever, etc. Et vous allez arriver sur un nombre de solutions relativement restreint. Alors pourquoi le darwinisme orthodoxe gradualiste est toujours une théorie qui est intouchable? Comme vous le savez, les épistémologistes ne reconnaissent qu'une seule théorie en biologie, en sciences de la vie. C'est la théorie de M. Darwin, ce qui est quand même un phénomène extraordinaire, puisque c'est une théorie qui n'est pas démontrable. Elle nous suggère ce qui s'est passé dans notre histoire, elle est absolument muette sur ce qui va se passer. Elle n'a aucune valeur prédictive, ce qui est la base d'une théorie, finalement. Elle n'est pas démontrable parce que c'est un phénomène linéaire, c'est bien évident. On ne peut démontrer que les phénomènes récursifs. Un phénomène linéaire, il faudrait pouvoir recommencer pour pouvoir voir si on a eu raison de penser ça. Quand on ne peut pas faire cela, c'est évident qu'on ne peut pas la démontrer. Ne me prenez pas pour autant comme un anti-darwiniste. Je suis évidemment un darwiniste, 100% convaincu,
Mais ce que j'aimerais vous dire, c'est que cette pensée a été poussée jusqu'à un point gradualiste par nos collègues anglo-saxons, qui, à mon avis, va être modifié dans les années qui viennent. Pourquoi? Donc, phénomène récursif. Premièrement, c'est une théorie qui est politiquement et socialement parfaitement correcte. Et c'est pour ça qu'elle a été très bien acceptée, en fait, au XIXe siècle, lorsque Darwin l'a proposée. Elle a même été acceptée par le pape il y a une dizaine d'années, dans une bulle, parce que cette théorie explique la perfection de l'homme, puisque graduellement, nous pouvons évoluer chacune de nos parties séparément. Et j'entends constamment, on peut constamment lire dans la presse, c'est extraordinaire la qualité de notre œil, c'est extraordinaire la qualité de notre oreille, la qualité de notre odorat. C'est zéro. Croyez-moi, c'est zéro. Si on compare notre vision avec celle d'un oiseau de proie, on est vraiment nul. On n'entend rien. On ne sent rien. La plupart des animaux, les rongeurs, qui se trouveraient à cette concentration, vous êtes dans cette salle, fuiraient immédiatement à cause de leur perception des phéromones, des odeurs, du bruit, de la lumière. Ils ont des systèmes sensitifs extraordinairement meilleurs que les nôtres. On est nul sur ce plan-là. Alors évidemment, c'est un gros problème, parce que cela remet en cause le fait que nous ayons pu évoluer peu à peu chacune de nos capacités pour atteindre cette perfection extraordinaire qui est donc l'égale de la perfection divine. Et puis le dernier point, c'est que c'est une théorie qui est avant tout anglo-saxonne et que, comme vous le savez, guerre de 100 ans, etc., les anglo-saxons ayant une primauté relativement visible sur la science d'aujourd'hui, défendent toujours bec et ongle la théorie de Darwin. Alors laissez-moi montrer ma dernière projection qui est liée aux angoisses du post-darwinisme. Pourquoi est-ce que nous ne sommes pas prêts à remettre en cause cette théorie? Je pense que c'est un sujet intéressant qui malheureusement n'est pas le sujet de ce soir et je ne vais pas en discuter trop longtemps, mais premièrement parce que, évidemment, cela nous rappelle que l'homme est vraiment un animal parmi les autres. Alors ça, on le sait, mais tout de même, on se disait oui, on est des animaux parmi les autres. Mais tout de même, on a pu évoluer quelques caractéristiques qui sont quand même mieux que chez les animaux. Mais non. Finalement, ce que nous sommes, c'est un équilibre. Nous sommes une sorte de compromis génétique. Un équilibre qui fait que nous avons trouvé dans notre environnement des conditions pour nous développer qui sont des conditions parfaites. C'est pour cette raison qu'on a pu même le modifier. C'est pour cette raison que cet équilibre, notre équilibre d'Homo sapiens sapiens, est un équilibre qui fonctionne parfaitement bien aujourd'hui. Mais il n'est fait que d'imperfections. Nos parties sont toutes imparfaites. Seul l'assemblage de nos parties représente un équilibre qui est probablement un équilibre optimal dans le milieu dans lequel nous vivons. Deuxièmement, les contraintes de notre construction physique, si vraiment on comprend ce que j'ai voulu vous dire en termes de contraintes génétiques, le fait que nous ne puissions pas faire ce que nous voulons, que nous ne puissions pas évoluer nos parties indépendamment du reste, c'est évidemment, ça nous rappelle les contraintes de notre contenu, non pas de notre contenant, mais de notre contenu. C'est-à-dire que ça nous fait réfléchir sur nos possibilités de création, de réflexion. On se retrouve dans une situation très très particulière où, en discutant des contraintes que nous impose notre génétique, on s'aperçoit que pour en discuter, nous avons ces contraintes de la génétique, puisque finalement, notre cerveau est quand même avant tout déterminé par notre génétique. Vous allez me dire, bien sûr, l'apprentissage, les connexions à l'environnement, bien sûr, mais pour faire ça, il faut d'abord avoir le matériel génétique pour pouvoir évoluer un cerveau. Et donc on en arrive à la conclusion que finalement, l'homme n'est peut-être pas nécessairement libre de créer, de penser. J'entendais l'année passée très souvent une chanson d'un de vos artistes français émigrés à l'étranger, une chanson qui m'a beaucoup fait rire, qui disait « On me prendra tout, mais pas ma liberté de penser ». J'ai trouvé ça absolument extraordinaire. Je me disais, si seulement ce brave chanteur savait
à quel point sa liberté de penser est restreinte par ses contraintes génétiques et ses contraintes biologiques. Mais ceci, c'est évidemment une autre histoire et je vais m'arrêter là. Je vous remercie de votre attention.